Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Paqueta. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire la preview de la semaine 12. Et comme souvent pour les previews, on se retrouve à deux avec PA. Donc salut PA, comment tu vas ? Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien après un trophée de mi-saison qui a fait débat et pour lequel on a un petit peu rigolé ou beaucoup rigolé, un petit peu divagué par moment. Mais c'était ultra cool et merci à tout le monde d'avoir participé, c'était super bien. Et puis là, Ouais. on reprend le rythme de croisière avec la preview de la semaine. C'est ça, on espère pouvoir vous faire un live avec notre top 11 des running backs bientôt, histoire de pouvoir continuer notre petite série. Après les tight ends, après on se fera les O-line et après on se fera à l'intersaison en fonction de ça notre meilleure équipe avec un budget, ça va être sympa, je pense. Il y a moyen de s'amuser. On rappelle du coup, suivez-nous partout, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch, partout c'est le Front Office. Et pour ceux qui n'ont pas envie d'aller sur Twitter pour diverses raisons, on est également sur Blue Sky, donc Blue Sky, le Front Office. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Pour l'instant c'est un peu calme, mais je suis même pas sûr qu'on ait mis un post sur le Blue Sky, mais ça arrivera dans les semaines à venir. Donc rejoignez-nous et ça nous fait plaisir. Il y a beaucoup de la communauté de foot américain qui commence à se déporter vers Blue Sky et partir de X. Donc voilà, si vous avez envie de nous suivre là, on va commencer à être actif sur ce réseau. Donc n'hésitez pas. Et comme le disait PA, on a fait un live, la rediffusion est disponible sur YouTube. N'hésitez pas aussi à aller voir ça si vous n'avez pas pu le voir en direct. Pour cet épisode, on va faire comme d'habitude le moment consulting avec notre question de la semaine. On va faire le rewind du Thursday Night Football, parler de notre match de la semaine, les heures sup, et on finira par le 2-minute warning. Et je vais commencer du coup avec le moment consulting. Cette fois-ci, c'est moi qui ai trouvé la question de la semaine et pas PA, donc je vais la poser à PA. C'est donc la question qu'on se pose, et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est quelle équipe en dehors de la playoff picture actuelle, donc qui est en dehors des 7 de chaque conférence, qui pourra aller en playoff. Donc pour rappel, on commence par la FC si ça te va, et je te donne les 7 qui sont aujourd'hui quasi sûrs d'y être, ou en tout cas dans les 7 premiers. Donc on a les Chiefs, les Bills, les Steelers, les Texans, les Chargers, les Ravens et les Broncos. Les Broncos étant à peu près les seuls à être en dessous de 50% de chance d'aller en playoff. Le reste, c'est quasi au-dessus de 90 pour tout le monde. Même au-dessus de 92 pour tout le monde. Est-ce que toi, tu vois une équipe qui est dans la course ? Et dans la course, on parle du coup des Bengals en 4-7, des Dolphins en 4-6, des Colts en 5-6. Est-ce que tu en vois une de ces trois équipes qui serait capable d'aller chercher les playoffs ? Ça va être compliqué. J'en parlais la semaine dernière justement qu'il y avait des matchs intéressants entre des équipes qui pouvaient viser un strapontin en playoff sur une deuxième place ou une troisième place de division. Il s'est avéré que quasiment toutes les équipes qui étaient devant ont gagné. Donc finalement, ça a, je dirais presque quasiment finalisé, je dirais, les 7 équipes qui seront en playoff. J'en vois quand même 2 en AFC qui pourraient jouer les troubles faites. Il y aurait les Colts et il y aurait les Dolphins. Les Dolphins qui reviennent très bien depuis le retour de Tua. On pourra en reparler pendant l'émission. Et les Colts qui ont fait un plutôt bon match contre les Jets avec un drive décisif de Richardson. Alors à voir s'il arrive sur la durée à avoir ce même niveau. Mais ça peut être intéressant, et pour les Colts, en regardant leur calendrier, donc ils rencontrent les Lions ce week-end, et surtout, il va y avoir un match ultra important le 15 décembre contre les Broncos. Je pense que après ce match-là, on en saura plus sur les chances des Colts d'aller en playoff ou non. Pour les Dolphins, le calendrier est un petit peu plus simple, si on peut dire, parce qu'il y aura quand même une confrontation contre les Packers en compliqué, potentiellement les Texans, où ça peut être difficile aussi selon l'état des Texans. Les Niners, toujours pareil, si eux ils sont toujours en course ou pas. Après, le reste, pour moi, ça se prend, quoi. Enfin, vu l'état actuel des Dolphins, vu ce qu'ils ont montré sur les dernières semaines, c'est des matchs qu'ils peuvent prendre. Donc voilà, c'est pas fait pour eux. Ça va aussi dépendre des Broncos, hein, parce que c'est eux qui sont devant. S'ils arrivent à garder leur rythme de victoire, ou en tout cas de match serré, qu'ils arrivent à accrocher, parce que par exemple, ils ont une défaite contre les Chiefs, mais qui perdent de 2 points, avec le field goal bloqué à la fin. Ils ont fait une démonstration contre les Falcons la semaine dernière. Quand tu regardes leur calendrier, il y aura des matchs pas simples à aborder. Les Colts, comme je l'ai dit. Les Chargers,
qui sont dans leur division et qui sont devant eux. Les Bengals, on sait que c'est toujours un petit peu chiant à jouer. Peut-être qu'à ce moment-là de la saison, eux, ils sont plus du tout en course pour les playoffs, mais toujours intéressant ces matchs-là. Ils finissent par les Chiefs. Donc c'est pas gagné pour les Broncos. J'ai l'impression que les 6 premiers, ça a l'air quand même très bien parti et que la place va se jouer entre Broncos, Dolphins et Colts. Ouais. Moi, je partirais surtout. Bon, après, c'est mon choix du cœur, hein, je pense, mais quand tu vois comment ça se passe, tu as parlé du calendrier qui est pas si compliqué pour les Dolphins. Je pense que s'il y a une équipe qui peut sortir les Broncos, c'est plus eux parce que il y a de fortes chances quand même que les Colts perdent cette semaine contre les Lions et qu'ils soient en 5-7 avec des Dolphins potentiellement en 5-6. On aura le temps d'en reparler tout à l'heure. Mais les Broncos, il y a aussi de fortes chances qu'ils soient en 7-5 en sortant de la semaine prochaine, de cette semaine, vu qu'ils jouent les Raiders. Compliqué en vrai, hein, compliqué. Tu auras aussi, entre les Ravens et les Chargers, tu auras une équipe qui va perdre cette semaine, qui aura toujours au moins 87% de chance, selon le site de la NFL, d'aller faire les playoffs. Mais tout de même, tu te remets. Tu as une chance que les Ravens et les Broncos soient au même bilan la semaine prochaine. Et là, auquel cas, attention à ces Ravens qui ont une défense contre la passe absolument horrible. Si l'attaque commence à un peu moins cliquer, attention. Mais je pense quand même que ça risque de faire les playoffs. Donc, moi, côté AFC, je pense que ça restera comme ça, je pense. Je pense que les Broncos iront. Même s'ils se cassent, je pense quand même que la saison sera un succès parce qu'ils ont pu voir que leur QB était un bon QB pour l'avenir. Ouais, et puis les victoires qu'ils ont réalisées, c'était contre des équipes qui étaient à leur portée au même niveau. Donc ça montre aussi que l'équipe, elle est juste un tout petit cran en dessus des équipes un peu moyennes bonnes et qui sont encore un petit cran en dessous des très bonnes équipes. Ouais. Par contre, c'est vrai que si ils étaient à un bras de battre les Chiefs aussi. Hein, donc, Ouais. Et par contre, si les Dolphins y vont, je trouve que le momentum serait complètement inversé des dernières saisons où ils étaient allés en playoff, où ils avaient très bien commencé leur saison et fini vraiment très difficilement. Et parce qu'ils avaient un bon bilan à la moitié de la saison ou des 3 quarts de la saison, ils avaient réussi à accrocher la deuxième place de la division. Là, ils vont pas remporter la division, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils finissent avec, mettons, 4-5 victoires et qu'ils arrivent à accrocher la dernière place, la dynamique, elle sera quand même opposée des années précédentes et ils seront pas bons à prendre, quoi. Donc, s'ils finissent 7e, ça serait du coup une confrontation soit contre les Chiefs, soit contre les Bills, potentiellement, qui finiraient 2e de conférence. Peut-être les Steelers, pourquoi pas. Ça compliqué, vu le match de jeudi, ça peut. Donc voilà, il ne serait pas bon à prendre avec une dynamique positive comme ça. Ouais. Yes, assez d'accord. Et on peut passer à la NFC si ça te va. Donc on a les Lions qui sont premiers de NFC. Ensuite on a les Eagles en 8-2, les Cardinals en 6-4, les Falcons en 6-5. Donc c'est 2 équipes qui sont vainqueurs de division à l'heure actuelle, mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler dans nos équipes qui risquent de sauter. Les Vikings en 8-2, les Packers en 7-3 et les Commanders en 7-4. Et après, dans la course, on a les 3 équipes de NFC West, donc les Rams, les Seahawks et les Niners qui sont en 5-5, les Buccaneers qui sont en 4-6. Et voilà, parce qu'après les Bears en 4-6, ça risque d'être compliqué, parce qu'ils ne pourront pas y aller via la div. Les Saints en 4-7, c'est compliqué, même si je pense qu'ils ont plus de chances que les Bears, parce qu'ils sont dans la division de NFC Sud. Les Panthers en 3-7, les Cowboys en 3-7 et les Giants en 2-8. Je prends la main si tu veux. Moi, je pense que les Lions, les Eagles, les Vikings et les Packers, pour moi, c'est à peu près sûr qu'ils y vont. Je vois pas trop de monde où ça n'y va pas. Et après, c'est les Commanders si jamais ça s'écroule, ce qui est possible. Même si j'ai du mal à y croire parce que au début c'était l'attaque qui prenait, ensuite la défense a pris un peu le relais et je pense que si les deux se mettent au diapason, ça peut le faire. Par contre, dans la NFC West, je pense que toutes les équipes peuvent gagner la div et je pense que l'équipe qui gagne la div y va et c'est à peu près tout dans cette division. Et pareil du côté de la NFC Sud où tu as les Falcons aujourd'hui, mais tu as les Bucks qui peuvent toujours. Là, cette semaine, ils peuvent se retrouver en 5-6 et du coup être à une victoire techniquement des Falcons. Puisque cette semaine, ils jouent les Giants. Donc voilà, pour moi, je pense que les Cardinals vont sauter et c'est à peu près tout. Du coup, à voir par qui ils vont être remplacés, quoi. Je suis un peu du même avis. Attention effectivement aux Commanders, même si ils ont eu 2 défaites contre des bonnes équipes. Et puis là, Et tu joues Dallas cette semaine en plus, donc ça devrait le faire pour augmenter le bilan. Et puis ils ont eu une semaine de repos. Ou non, ils ont eu 10 jours, puisque c'était le match du jeudi, ouais. c'est ça.
Leur bye week, c'est la semaine 14, donc c'est dans 2 semaines. Donc voilà, ils ont eu quelques jours aussi pour préparer le match contre les Cowboys qui a l'air en déliquescence totale. Je te rejoins, ça serait potentiellement. Pour moi, la NFC Sud, elle a l'air un petit peu finie dans le sens où il n'y a que 2 matchs de différence, mais les Falcons ont gagné leurs 2 confrontations contre les Bucks. Donc en fait, c'est 3 matchs de différence. Il va y avoir le retour de Mike Evans pour les Bucks. Si les Falcons ne décodent pas, logiquement, ils prennent 3-4 matchs sur la fin de saison, même si c'est difficile, et du coup, ils remportent la division. Mais là où je te rejoins, c'est que il n'y aura pas de deuxième de division tant pour la NFC Sud que la NFC Ouest, parce que la NFC Nord est trop forte et que les Commanders ont l'air quand même bien partis avec le bilan de 7-4. Et que surtout, la NFC West se tire dans les pattes. Tout le monde perd, tout le monde gagne. Et en fait, le bilan, ils sont quasiment tous à l'équilibre, hormis les Cards qui sont actuellement à 6-4. Mais de là à te dire qui va y être, franchement, c'est ultra compliqué. Quand tu regardes le calendrier des Niners et l'état dans lequel ils sont et comment ils jouent, j'ai du mal à les voir en playoff. Ça me surprend de le dire, mais parce qu'en début de saison, on les voyait clairement dominer la conférence, au-delà de la division, la conférence. Mais là, effectivement, force est de constater que c'est quand même très très compliqué cette année. Il va y avoir un match très important en plus cette semaine, on va y revenir. Sur la dynamique, je ne serais pas étonné que les Cardinals remportent la division en vrai. Parce que les Seahawks, c'est un petit peu fluctuant. Les Rams, ils ont gagné assez difficilement contre les Patriots. Ils avaient perdu la semaine d'avant contre les Dolphins. C'est pareil, hein, ça gagne, ça perd. C'est pas ultra régulier non plus. Donc cette semaine, c'est contre les Eagles en plus. Il y aura un match décisif hein, pour les Rams de toute façon. Ils re-rencontrent encore une fois chaque adversaire de division. Ouais. Il y aura un match contre les Niners, un contre les Cards et un contre les Seahawks. Et d'ailleurs, Cards et Seahawks, c'est les 2 derniers matchs de la saison pour eux. Donc, à voir où ils en seront. Peut-être que ça sera des matchs décisifs. Pareil pour les Seahawks, pareil pour les Cards. Mais en l'état, si je devais mettre une petite pièce, je mettrais bien les Cardinals, moi, en vainqueur de division et du coup en playoff. Pour revenir sur la NFC Sud rapidement, ce pourquoi je vois les Bucks, c'est que leur calendrier, je pense, c'est le plus simple de la ligue sur les prochains matchs. C'est-à-dire que là, c'est Giants, Panthers, Raiders. Après, tu as un match compliqué contre les Chargers, mais après, tu finis par Cowboys, Panthers, Saints. Donc en vrai, sur leurs 7 matchs, tu en as 6 où ils vont être clairement favoris. Et contre les Chargers, où je pense que ce sera un toss-up à peu près, où on va se poser la question de qui peut gagner le match. Parce que c'est vrai que pendant quelques semaines, tu n'avais ni Evans ni Godwin, et tu te dis, bon, ok, il faut lancer la balle à Sterling Shepard, c'est compliqué. Mais quand tu as au moins Evans, je pense que tu peux t'en sortir. Donc moi, sur les 7 prochains matchs, je vois un beau monde où ils font 6-1 ou 7-0. Donc si tu fais ça, clairement, tu finis Là, ils sont en 4-6, donc ils peuvent finir en 11-6. En 6, tu vas en playoff, je pense. Et dans le même temps, les Falcons, ils n'ont pas non plus un calendrier horrible. Mais leurs 2 prochains matchs, c'est contre les Chargers et les Vikings. Donc pareil, c'est un peu plus compliqué. Après, certes, tu joues les Raiders et les Giants, et tu finiras par les Panthers, mais tu as aussi les Commanders en Week 17. Donc tu as 3 matchs compliqués contre un match compliqué pour les Bucks. Donc voilà, je pense que ça peut se jouer aussi là-dessus, sur l'histoire du calendrier. Mais je te rejoins par contre sur les Cardinals où effectivement la dynamique est un peu meilleure. T'as pas trop de questions à te poser sur les équipes parce que les Seahawks au niveau rien que de la coordination des snaps, il y a des problèmes quand ils se lancent la balle. Les Rams, t'as beaucoup de blessures et c'est toujours un peu compliqué côté Rams. Et les Niners, on aura le temps d'en parler lors du match de la semaine, mais là tu perds 2 de tes armes majeures pour le prochain match, dans un match un peu quand même déjà capital contre les Packers. Donc à voir. Après, pour les Falcons et les Bucks, ils retrouvent Mike Evans, mais sur les 4 défaites, c'était pas tant l'attaque qui peinait. Hein. Bien sûr. 31 points, 26, 24 et 20 contre les Niners. C'est surtout la défense qui a un petit peu lâché l'équipe sur des drives importants où ils devaient arrêter l'attaque adverse s'ils n'y arrivaient pas. Donc ça va être bien pour Mayfield. Il va avoir son go-to guy de retour, mais la défense va falloir qu'elle se réveille. Et si la défense des Bucks se réveille, et si Todd Bowles décide de changer un petit peu parfois ses schémas de jeu pour que l'adversaire soit moins préparé, pourquoi pas, effectivement. Mais ça va dépendre aussi beaucoup des Falcons, de leur calendrier un petit peu difficile. Et comme j'ai dit, ils ont le tie-breaker, donc pour moi, ça va être très compliqué. C'est dommage qu'ils n'aient pas remporté sur les 4 défaites, totalement. Au moins l'un des matchs, potentiellement celui contre les Falcons d'ailleurs, parce que ça aurait équilibré le tie-breaker.
Là, j'aurais dit, ouais, pourquoi pas. Vraiment, ils auraient été dans la course. Là, ils partent de loin, quand même, je trouve. Ouais, parce que quand on voit leur calendrier, hein, aux Bucks, c'est un calendrier marathon affreux, hein, depuis le début de la Ouais. saison. C'est Commanders, Lions, c'est la seule défaite des Lions d'ailleurs, c'est contre les Bucks. Mm. Broncos, Eagles, Falcons, Saints, et donc les 4 derniers matchs dont tu parlais, c'est les Ravens, les Falcons, les Chiefs et les Niners. Donc, Ils ont plutôt un beau bilan, finalement. franchement, un 4-6 avec ce bilan-là, t'es Ouais. franchement bien. Et derrière, là, c'est promenade de santé normalement. Mais effectivement, il peut y avoir du relâchement. Donc à voir. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire les équipes que vous voyez, vous, aller en playoff. Si vous voulez nous donner les sets. Et voilà, de chaque conférence. Et comme ça, on pourra en discuter avec plaisir. Je te propose, PA, qu'on fasse le rewind du Thursday Night Football entre les Steelers et les Browns. Donc les Steelers qui se déplaçaient sur le terrain des Browns. Les Steelers étaient en 8-2, les Browns étaient en 2-8. Les deux équipes ont des objectifs totalement différents. Les Browns, c'est plus d'aller chercher un pick, et les Steelers, c'était plus d'aller chercher la victoire pour aller un peu s'assurer de la première place comment dire, de l'AFC Nord. Mais match de division, match sous la neige, match d'AFC Nord. Les Browns ont gagné 24-19. T'as pensé quoi de ce match-là? Bon, bah, c'était un très beau match d'AFC Nord, hein. On s'en doutait un petit peu. C'est jamais évident. Alors, au point que les Browns gagnent, j'avais quand même émis le fait que c'est vrai que sur les deux dernières confrontations qu'ils avaient eues à domicile, donc chez les Browns avaient gagné. Donc ça pouvait un petit peu jouer, mais on va dire que les conditions climatiques ont quand même mis une grosse incertitude, même si les Browns étaient devant au moment où il y a eu un énorme giboulet de neige, un énorme blizzard, comme ils disent les Américains. Ça a donné un match encore plus incroyable que ce qu'il n'était. Il y a eu une belle remontée des Steelers pendant le match. Et puis au final, Jameis a sorti le drive décisif. Alors avec un punt absolument infâme du gars des Steelers à 2 minutes de la fin, donc qui a permis aux Browns de repartir quasiment sur leurs 50 yards. Après, voilà, ils ont fait quand même un joli drive, ils ont marqué le touchdown, et puis une belle victoire, quand même, malgré tout. Donc, ça relance pas du tout les Browns, parce qu'ils ont que 3 victoires et ils jouent plus rien sur la fin de saison, hormis essayer de mettre des choses en place sans Deshaun Watson toujours, et puis de retrouver un petit peu un sentiment de performance au sein de la défense, quand on voit le match de Myles Garrett avec 3 sacs. Mais pour les Steelers, ils se tirent une mini balle dans le pied parce qu'ils avaient quand même fait bien le taf la semaine dernière contre les Ravens. Là, ils perdent ce match un petit peu bizarrement. C'est dommage pour eux, quoi. Ça relance un tout petit peu cette division qui, alors, je ne vais pas dire qu'ils semblaient bien partis dans l'escarcelle des Steelers parce qu'on sait qu'ils ont un calendrier difficile. Mais pour le coup, voilà, ils avaient quand même fait vraiment le travail la semaine dernière en gagnant ce match hyper serré, hyper compliqué contre les Ravens. Là, c'est dommage pour eux parce que c'était logiquement un match qu'ils devaient prendre. Donc, bon, bah, c'est bien, tant mieux pour nous en tant que spectateurs neutres. Ça relance un petit peu la div. Mais bon, fondamentalement, pas d'inquiétude parce que c'est vraiment un match bizarre. Et pour le coup, même s'ils étaient dominés sur la première mi-temps et même un petit bout du troisième quart-temps, ils ont quand même réussi à bien remonter et même à passer devant. Donc, pas d'inquiétude outre mesure. Mais elle fait un petit peu tâche, je trouve. T'as dit c'était un match bizarre ou un match blizzard? Les deux. Oh. Il y a le L de la loose. Mais tu dis que les Steelers se sont tirés une balle dans le pied. Pour moi, les Browns se sont aussi tirés une balle dans le pied. En perdant ce match, ils étaient premier ou deuxième au niveau du draft order. Tu sais que tu vas rien jouer cette saison. Après, effectivement, hein, moi je suis pas dans le délire de faut perdre, surtout quand tu es dans des matchs de division. Mais bon, voilà, aller le chercher autant. Je pense que comme t'en parlais hein, très bien, le punt à la fin, s'il fait pas 15 yards mais qu'il fait 60 yards, ou même si effectivement t'as du blizzard, t'as du vent, tu vois pas très bien, mais tu rates un punt à ce moment-là, c'est quand même assez chaud. Je sais pas s'ils seraient allés le chercher autant que ça, tu vois, le match. Non, ouais. S'ils étaient partis de loin, ça aurait couru, ça aurait tenté un, deux, trois trucs, ça aurait punté loin et ça aurait nil et ça aurait été réglé, quoi. Mm. Et ouais, et au final, là, les Browns qui se retrouvent 7e dans le pecking order de la, comment dire, de la draft. Au lieu d'être 2e. Donc, dommage pour ça, mais après, voilà, ils visent leur poste aussi. Hein. Là, je pense que Stefanski commence à suer un petit peu. Et voilà, à voir un peu ce qui se passe. Mais du coup, on en parlait tout à l'heure, les Steelers qui sont maintenant à 8-3, qui auraient pu être à égalité avec les Bills en gagnant ce match-là. Au final, ils ne le sont pas. Ils risquent de se faire rattraper par qui ? Par pas grand monde en fait. Hein. Les Texans peuvent les rattraper, les Ravens peuvent les rattraper, mais ils auront toujours une victoire d'avance sur eux. Ouais. Donc,
ça risque de s'en sortir. Mais on a vu un quatrième carton vraiment débridé, hein, parce que 14-13 pour les Browns sur un seul carton. Là où c'est le moment où il y a eu énormément de neige, on en parlait en off avec Alex, on a eu l'impression que le match se passait bien. Il y a eu, je sais plus, c'était un field goal ou un punt. Et puis 30 secondes, une minute après, tout le terrain était rempli de neige. C'était ultra impressionnant à voir. Et sur ce match, alors, il y a eu énormément de turnovers, c'était assez fun pour le coup. Et j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai un peu crié devant mon écran quand j'ai vu Russell Wilson ne rien faire en fait quand Najee Harris avait le ballon entre les mains. Je disais, mais gros, vas-y, va bloquer en fait un défenseur adverse. Qu'est-ce que tu fous à rester derrière? Et en fait, c'est juste que le mec a beaucoup plus de QI football que moi, je le reconnais, hein, et qu'il attendait au cas où il y a un fumble qui arrive, qui est arrivé. Et du coup, Wilson a recouvert le fumble. J'ai trouvé ça juste ultra intelligent. Et j'avais pas compris pourquoi en fait il allait pas juste bloquer un corner ou un linebacker pour laisser un peu plus d'espace à Harris. En fait, non, ultra bien joué de sa part. Il sait que les conditions étaient quand même ultra compliquées, ballon un peu glissant. Le mec est resté un petit peu en arrière et puis il a recouvert le fumble. Bien joué à lui, franchement, chapeau. Wilson, il redore son image quand même après son passage son passage aux Broncos qui était quand même très dur. Là, dans un match avec des conditions météo quand même assez compliquées, il arrive à te sortir un 21-28, 270 yards, un touchdown. Il fait aussi 3 petites courses. Tu parles de son fumble qui récupère. Il en a perdu un aussi. Mais voilà, de manière globale, tu as raison, c'est quand même un peu. C'est cool quoi. Côté Steelers, ils ont fait la bonne pioche à 1 million là. Enfin, ils ont un bon duo de quarterback. Parce que même Justin Fields, on avait pu le voir lors de la semaine précédente où il va courir pile poil ce qu'il faut à la fin de match quand il y a besoin de courir. Là, il a fait 3 courses pour 26 yards aussi. Donc voilà, ils ont perdu le match, mais je trouve qu'il y a des motifs de satisfaction quand même côté Steelers. La météo, tu l'auras pas tout le temps, même si ça caille quand même dans cette partie de l'année. Après, ils ont joué pas mal de quatrième tentatives sans succès. La défense des Browns a vraiment step up sur ce match-là. Et j'ai trouvé côté Browns un très bon match de Jerry Jeudy, qu'on a beaucoup vu, qui a été bien présent. Il a été bien trouvé par Winston. C'est bien, tant mieux pour eux, parce ils l'ont pris en trade l'année dernière, alors qu'il était aux Broncos. Ils lui ont fait une extension de contrat sur 3 ans de mémoire. Donc c'est bien aussi qu'ils arrivent à l'impliquer dans le jeu, voir un petit peu la fin de saison. Tu vois, tu parlais justement, enfin moi aussi je disais que les Browns ne jouent rien sur la fin de saison. Bah, de voir un petit peu ces joueurs-là aussi s'intégrer vraiment dans le collectif, montrer des bonnes choses offensivement. Ça va passer par Jeudy, ça va passer malheureusement, heureusement par Winston, dans le sens où normalement c'est pas lui le titulaire. C'est ça un petit peu le gros problème des Browns depuis 2 ans maintenant. Mais c'est intéressant. Et puis Nick Chubb revient plutôt bien, même s'il a l'air quand même sur la pente lui aussi bien descendante. Il a l'air un peu cramé le bonhomme, mais il revenait d'une très grosse blessure. Donc à voir. Ça peut être intéressant pour les Browns pour l'année prochaine, pour se relancer un petit peu et montrer des bonnes choses. Ouais, c'est ça, c'est Judy, c'est Tillman, c'est Elijah Moore, c'est Nick Chubb et dans une outre mesure Jérôme Ford, voir ce que t'as. Ouais, non, c'est vrai que il y a quand même il y a du matériel sympa. C'est pas ouf, mais c'est sympa. C'est-à-dire que tu es à quelques additions d'avoir une équipe quand même assez bonne et tu sais en général que tu dois aller au niveau de l'attaque à peu près pour tous les renforcements que tu dois faire. Ouais. Donc ça perd, mais bon, il y a quand même tu peux avoir des motifs de satisfaction. Ça gagne, pardon, mais ça perd beaucoup cette saison, ça gagne cette semaine et tu peux avoir des endroits où aller, même s'ils sont en cap purgatory ou cap hell, on peut dire. C'est l'enfer pour eux pour faire des moves à cause du contrat qu'ils ont donné à Watson. Donc voilà, les Browns montent du coup en 3-8, les Steelers descendent en 8-3 et ça nous amène tranquillement vers le reste de la semaine. Et pour le match de la semaine, on a bien fait d'enregistrer ça samedi matin et pas vendredi en début de soirée, puisque notre épisode aurait été totalement différent. On va parler des Niners qui sont en 5-5, qui se déplacent sur le terrain des Packers en 7-3. Alors toute la semaine, on entendait parler de George Kittle qui disait le match contre les Packers, faut pas le rater, je le raterai pas. Effectivement, il ne le rate pas. En revanche, c'est Brandon Allen qui va lui envoyer la balle puisque Brock Purdy est out. Et niveau défensif, Jordan Love aura un peu plus de temps puisque Nick Bosa est out également. On l'avait vu sortir lors du match précédent la semaine dernière et il ne revient pas, du moins pas cette semaine. Voilà, c'est un petit résumé. Moi, juste un petit point. Je comprends pas que ce soit pas Josh Dobbs qui démarre. Je croyais qu'il l'avait pris en tant que backup. Et en fait, ils préfèrent partir avec Brandon Allen. S'ils considèrent que c'est mieux pour eux, très bien. Mais voilà, je te laisse un peu parler sur ce match-là qui sera diffusé
en direct sur Bein Max 5 apparemment. Ce sera un match tout seul sur Bein 5. Ok. Bah ouais, match à enjeu pour beaucoup plus pour les Niners que pour les Packers, je trouve. C'est vrai que si les Niners ne gagnent pas celui-là, ça va être très très compliqué pour la course au playoff, ce qui serait quand même une énorme surprise en semaine 12. On va pas se le cacher. Ils ont les deux postes les plus importants de chaque escouade pour lequel le titulaire sera absent, hein, comme tu l'as dit. Donc, ça va encore moins faciliter la tâche contre une très bonne équipe des Packers, offensivement et défensivement, même si Jordan Love, par moment, a des petits oublis et envoie quand même quelques belles saucisses. Ce match-là, pour moi, il va jouer sur le côté défensif et sur la bataille des turnovers. C'est deux équipes qui récupèrent quand même pas mal de ballons, tant en interception qu'en fumble. Et des équipes aussi qui font des interceptions et des fumbles. Donc ça va jouer là-dessus. Je ne sais pas quel temps il est prévu à Green Bay dimanche soir, parce que si c'est le match de Bean, donc ça doit être celui de 22h25, je suppose. Donc ouais, il y a des chances que s'il a neigé à Cleveland, il fasse quand même au moins très froid à Green Bay. Donc il va y avoir du jeu de course, à outrance peut-être. Et là-dessus, sans Bossa, je vois quand même une défense des Niners très très en difficulté face à la bonne attaque des Packers. Il va faire 7 degrés. Ah bah c'est l'été là-bas. Nickel. C'est l'été à Green Bay. Là. Là. En fait, ils vont lancer. Ils vont faire que lancer. Mais, non, je viens de regarder par curiosité. Hein. Donc ouais, apparemment il fera ce temps-là. Il y a des endroits aux États-Unis où ça risque d'être un peu plus froid, mais en tout cas à Green Bay ça devrait le faire. Enfin bon, après on parle quand même de gens qui vivent à San Francisco, qui se déplacent pour du 7 degrés. Voilà, faut s'habituer aussi. Mais ouais, non, il risque d'y avoir. On en parlait un peu. Quand est-ce qu'on en parlait on en parlait en off. T'as un McKinney qui fait quand même une super saison. Ça risque d'être un enfer pour lancer la balle sur qui? Sur Jennings ou sur Debo? Sur Debo, sur Kittle avec son retour. Ou sur Kittle, ouais, effectivement. Ton joueur préféré. Donc, il y a. Toi, si Kittle il est tradé aux Pats, c'est maillot direct. Bon. Je prends mon abonnement au stade et je m'en fous, je fais des allers-retours. Mais t'as raison, hein, c'est un match coup près pour. Moi, j'ai envie de dire un peu. Je sais pas si c'est pour les deux équipes, mais en même temps, si les Niners gagnent et qu'ils se retrouvent en 6-5 et que les Packers se retrouvent en 7-4, bah, t'es bien plus proche, t'as une dynamique qui se crée pour les deux équipes qui est pas du tout la même. Et les Packers, j'ai pas leur calendrier sous les yeux. Donc je vais aller le chercher pendant que je dis ça. Mais on la connaît, la division des Packers, elle est pas simple. Et il suffit que tu joues rien qu'une fois les Lions, une fois les Vikings. Les Lions, ça arrive, notamment en semaine 14. Tu joues les Dolphins la semaine prochaine. Si tu perds ce match-là contre les Niners, je pense que ton avenir est un peu plus douteux que ce qu'on pourrait penser au vu du calendrier. Puisque c'est donc Niners cette semaine, Dolphins, Lions, Seahawks, Saints, ok, Vikings, Bears. Donc je vais pas dire qu'ils vont tout perdre, mais ils seront pas favoris pour tous les matchs. Et si tu crées une spirale négative à ce moment-là de la saison, tu peux avoir du mal à t'en sortir. Donc voilà. Ouais, et puis ils ont eu, alors je vais pas dire de la chance, j'aime pas ce terme-là, mais au moins de la réussite contre les Browns, hein, parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle au jargon une Chiefs, parce qu'ils ont bloqué le field goal qui potentiellement était le field goal de la gagne pour les Bears, donc ils sont pas passés loin. Après, c'est toujours la même chose, c'était un match aussi de division, peut-être qu'ils ont plus préparé ce match-là contre les Niners que contre les Bears. Il y a eu un changement de offensive coordinateur aussi au niveau de Chicago, donc on sait que c'était des dynamiques un petit peu, voilà, quand il y a des changements comme ça de coaching, on sait que la dynamique tout de suite elle devient positive pour l'équipe qui a fait le changement. Donc pour moi, c'est pas un match référence. C'est pas ça qui va nous faire inquiéter pour les Packers. C'est un match de division, toujours compliqué. Voilà. Ce match-là, il va être important. On va voir ce qu'ils vont montrer effectivement. Ils ont plus de chances dans le sens de remporter le match dans le sens où, comme on disait, il manque Purdy et Bossa. Donc c'est quand même deux armes énormes pour les Niners. Déjà qui sont quand même un peu en difficulté. Mais voilà, ils sont assez proches hein, offensivement en nombre de yards à la course. C'est quasiment la même moyenne, c'est un tout petit peu moins de 150. Dans les airs, les Niners sont un petit peu plus hauts que les Packers, mais ça se joue à 10 ou 15 yards de moyenne également. Donc voilà, offensivement, ils ont à peu près les mêmes armes, les mêmes équipes, on voit à peu près les mêmes matchs. Mais défensivement, voilà, il va manquer Bossa, ça reste quand même une pièce ultra importante. Et ce qui fait la différence cette année pour San Francisco, c'est qu'ils ont toujours finalement une très bonne attaque, malgré le nombre de points en baisse par rapport à l'année dernière. Mais c'est juste qu'il manque beaucoup
de transformation de touchdown, dans le sens où ils arrivent en red zone, ils avancent bien, mais ils n'arrivent pas à conclure, quoi. Ils n'arrivent pas à conclure, ils sont à moins de 50% de conclusion quand ils sont en red zone, donc dans les 20 derniers yards, et souvent, donc ça fait, voilà, une fois sur deux, ça fait 3 points plutôt que 6 ou 7 s'il y a la transformation. À la fin d'un match, effectivement, ça joue, hein, quand tu perds 4 points comme ça au fur et à mesure d'un match, ça fait 4, 8, 12. Bah, tout de suite, le score il est différent aussi si tu mets des TD. Donc, s'ils arrivent à retrouver cette dynamique-là, s'ils arrivent à retrouver du coup, j'allais dire Purdy, mais non, ça va être Allen, des joueurs dans la end zone. Bah, justement, le retour de Kittle, hein, c'est pas pour le survendre, mais lui, c'est une vraie menace dans la end zone, là où peut-être Debo est moins présent, le manque d'Ayuk aussi, parce qu'il arrivait quand même à faire une grosse séparation dans la end zone également. Ça peut jouer. Après, CMC est revenu il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est pareil, s'ils arrivent à aller à 5 yards de la ligne dans le but, bah, CMC, on connaît le talent du gars. Il peut soit catcher le ballon, soit courir. Ça peut jouer aussi. Donc, voilà. On va voir, peut-être que ça va être une même dynamique que les Dolphins. Compliqué au début de saison. Et puis là, ils vont réussir à retrouver quelque chose de positif, un élan. Ils vont remporter tous leurs matchs. S'ils les remportent et qu'ils vont en playoff, ils seront non pas bons à prendre du tout, les Niners. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est le match bascule de la saison des Niners. Je dis pas que s'ils le perdent, peut-être que je l'ai dit au début, ou je vais rechanger. Je dis pas que s'ils le perdent, ils vont pas en playoff, mais la dynamique, elle sera quand même pas positive du tout de leur côté. Ouais, assez d'accord. Assez d'accord. Bah voilà, du coup, on aura le temps de dire notre pronostic. Et écoutez bien PA pour tous ces pronostics, hein, si vous voulez faire des points dans le pool dans le pick-up de nos amis des Fantasy Ballers, où PA est pas mal niveau classement. D'ailleurs, on fait une bise à GG. J'étais persuadé qu'il avait mis les Browns sur le Même match pas du jeudi. Non, il y avait 3% de personnes. Je me suis dit, encore c'est GG. sûr. Et non, et même pas. Il est Tristesse. pas. Donc, un peu déçu finalement de sa part. Ouais, GG, il met les Panthers cette semaine contre les Chiefs, c'est sûr. La dynamique. La dynamique. Les Chiefs, oh là là. Ah, ils sont sur une défaite, les Panthers 2 victoires. Là, ça sent le match piège, je le sens. Je te propose de passer aux heures sup avec ce qu'on a envie de suivre. Et de ton côté, on se fait un deuxième match de la semaine, du coup. Ouais, le Patriots Dolphins. Donc, on se fait notre propre émission avec Alex. On a failli le mettre en match de la semaine, hein, parce qu'on a déjà vu un Saints Bucks, si mes souvenirs sont bons, qui avait été mis en match de la semaine entre Anto et Doug. Donc, on aurait pu faire pareil, mais notez qu'on n'est pas pareil. Mais on en parlera autant, mais c'est pas un match de la semaine. Mais c'est pas le match de la semaine. On se respecte un peu. Exactement. Mais match intéressant, pas tant du côté des Patriots, mais du côté des Dolphins, comme je l'ai précisé, il reste sur 2 victoires. Potentiellement, avec une 3e victoire, ils se relancent vraiment dans la course au playoff. On voit qu'offensivement, ça tourne quand même beaucoup mieux depuis que Tua est revenu. Donc finalement, c'est peut-être pas un si mauvais quarterback, ou en tout cas, le plan de jeu est bien adapté pour son jeu à lui. Ouais. Et que tu mets un autre quarterback, tu mets un autre quarterback, c'est plus difficile. On en revient à la même chose par exemple avec Kerr Evans. Le plan de jeu est fait pour Lamar Jackson. Si tu mets un autre QB moins mobile que lui, c'est plus compliqué. Donc, voilà, du côté des Dolphins, c'est la même chose. Et je trouve que défensivement aussi, ça a bien step up depuis plusieurs semaines. Robinson, le rookie, fait des très bons matchs depuis 2-3 semaines. Donc, il y a des choses intéressantes qui sont en train de se mettre en place du côté des Dolphins. J'ai l'impression, et là, c'est vraiment au feeling, que la O-line tient aussi un petit peu mieux. Du côté des Dolphins, laisse un petit peu plus de temps aussi à Tua pour lancer. Donc non, match intéressant pour le coup pour les Dolphins pour se relancer. On sait qu'historiquement, les Patriots ont du mal en plus contre Miami, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc voilà, peut-être une victoire, on va dire, aisée pour les Dolphins, avec 7 ou 10 points d'écart. Et puis à voir ce que ça donne. Mais il y a déjà eu un premier match cette année entre les deux équipes, avec une extraordinaire victoire 15-10 pour les Dolphins contre les Patriots, avec le fameux touchdown pas accordé à Jalen Polt parce qu'il n'avait pas mis son talon dans la end zone. Logique, quand les règles sont écrites comme ça, donc logique. Mais pour le coup, les attaques vont être bien différentes parce que c'était ni Tua côté Dolphins, ni Drake May côté Patriots. Donc on peut s'attendre quand même à avoir un petit peu plus de points que le premier match, ou en tout cas un vrai match de football, quoi, pas la bouillie qu'on a eue il y a quelques semaines. Donc c'est aussi ce côté-là qui va être intéressant. Et puis
Là où je vois, on verra sur les pronostics, mais là où je vois les Dolphins favoris, c'est que c'est une équipe qui fait énormément de motion pré-snap et que les Patriots ont du mal à s'adapter, à s'ajuster à ça. Donc voilà, McDaniels, il le sait. Donc ça Ah va ouais, être compliqué. ça risque d'être une boucherie. Tu parlais de, comment dire, de l'O-line qui step up et tout, et qui donne plus de temps à Tua. Tu as aussi le fait qu'ils font énormément de screen à Chain. Et que du coup, certes, tu vois qu'il y a beaucoup plus de passes, moins de sacs, pardon. Ouais. Parce qu'aussi, là, Chain, sur toute la saison, il est déjà à 350 yards à la réception. Sur les matchs avec Tua, je crois que j'avais entendu qu'il était sur un rythme de plus de milliards à la réception, en plus de plus de milliards au rushing. En fait, le mec, il est là, l'attaque, c'est lui, limite cette année, on voit beaucoup moins Tyreek, on voit beaucoup plus à Chain, et à juste titre, hein, parce que le mec est excellent. Mais voilà, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi, hein, la défense, elle step up. Là, contre les Patriots, je pense pas qu'on va voir une défense qui va step down, du moins, je l'espère pas. Mm. Et à voir. À voir. En tout cas, si on a envie de mettre du bon pass rush ou juste vous défoncer votre QB, c'est vraiment le match pour, quoi. Parce que là, on verra si Chop Robinson, il peut de Chop Drake May. Je pense que niveau de l'O-line, on devrait s'en sortir. Au vu de l'O-line des Pats. Qui est quand même mieux, mais mieux parce que peut-être c'est Drake May le quarterback et plus Brissett. Mais il y a du mieux quand même. C'est ça. C'est comme maintenant, tu vois, c'est mieux. C'est-à-dire que le niveau température, là, chez moi, il y a 2 jours, il faisait 0. Aujourd'hui, il fait 5. C'est mieux. Mais on sort pas en short, quoi. C'est Green Bay, quoi. Voilà, c'est Green Bay. Exactement. Moi, de mon côté, j'ai envie de suivre le duel du Monday Night Football en direct sur beIN 2 entre les frères Harbaugh, vu qu'on a les Ravens contre les Chargers. Donc, rien que pour les coachs, je trouve ça sympa, mais aussi le match est très sympa. On en a parlé quand on a fait la playoff picture de manière globale. Mais une équipe des Ravens en 7-4 qui est sur une dynamique un peu négative, du moins pas aussi bonne qu'ils étaient avant. Je crois qu'ils étaient en 7-2, ils ont perdu 2 matchs de suite, si mes souvenirs sont bons. Contre des Chargers qui tiennent bon. Le début de saison, moi je les croyais absolument pas aux Chargers cette année, hein. Je les avais mis dans les pires équipes de la ligue quand on avait fait le power ranking, parce que je me suis dit si ça passe pas, ils veulent courir et ils n'ont pas un running back phare sûr. C'était ça un peu mon ressenti. En fait, la défense elle s'est améliorée, le jeu à la course il est très bon, et en plus de ça, Justin Herbert il arrive à nous sortir enfin il nous fait une super saison avec Quentin Johnston et Ladd McConkey en receveur. Enfin voilà, quoi. Là, on voit vraiment le niveau d'un Justin Herbert. Pas pour mettre un scud à nos amis Quentin Johnston et Ladd McConkey, mais voilà, quoi. C'est certes 1 et 1 premier tour, 1 et 1 deuxième, hein, donc techniquement c'est un duo digne Jamar Chase et T. Higgins. Bon, sur le papier, je pense que c'est un peu différent, mais voilà, quoi. Donc non, assez surpris de cette AFC West de manière globale, hein, avec les Broncos aussi, et donc entre les Broncos, les Chargers et les Chiefs qui sont en 9-1, mais quand tu regardes s'ils étaient au même niveau que ces deux autres équipes, je pense qu'on serait pas choqué au vu de ce qu'on voit sur le terrain. Donc tu as 3 équipes qui sont quand même sur une pente vraiment ascendante, et les Raiders. Ouais, complètement. Et puis, tu parlais des Chargers, enfin, en tout cas, une division surprenante avec leur bilan. Tu mets les Chargers dans une autre division, ils seraient quasiment en tête, quoi. Donc, Ouais. ou pas loin. Donc, ouais, ultra intéressant. Pareil, je les voyais pas aussi haut. Et surtout, défensivement, ils montrent quand même de très, très belles choses. Je parlais d'Herbert qui fait une bonne saison. Mais défensivement, c'est le jour et la nuit par rapport à l'année dernière, hein. Donc, top, c'est bien aussi. Moi, j'apprécie toujours ces équipes-là qui arrivent à monter de niveau comme ça en changeant de coaching staff ou en changeant certaines choses. Et ouais, ça va pas être évident pour les Ravens, hein. Les Chargers sont sur 4 victoires consécutives. Alors, effectivement, il y a quand même 3 adversaires. C'était les Saints, les Browns et les Titans. Toujours est-il qu'il faut les gagner. Et une belle victoire contre... On l'a vu avec les Steelers, hein, faut les battre, les Browns. Ouais. Et une belle victoire du coup contre les Bengals avec un super match. On en a parlé la semaine dernière. Donc ouais, ça va être un tip-top match. Les frangins qui se retrouvent, ça fait depuis 2013, et le Super Bowl entre les Ravens et les Niners, qui ne s'était pas joué parce que l'un des Harbaugh était parti à Michigan. Je sais plus si c'est Jim ou John. Je crois que c'est... Allez, je vais dire Gene.
un mélange des Jean deux. ou Jom. Ou Jom. Jean était parti à Michigan. Donc voilà, de retour en NFL. Dès la première année, il se retrouve. Évidemment que la NFL allait mettre ça en prime time. Hein, ils n'allaient pas louper l'occasion. Mais ça va être un beau match. Ça va être un beau match. Et la défense contre la course des Chargers, attention pour les Ravens parce que c'est quand même du très très haut niveau. Donc on l'a vu la semaine dernière, hein, pour les Ravens, quand ils n'arrivent pas à mettre en place leur jeu de course, c'est un petit peu plus compliqué dans les airs. Donc ça va être un match ultra intéressant. Et comme tu disais, si les Chargers le remportent, ils arrivent à repasser plus ou moins devant les Ravens parce qu'il va manquer un match. Les Ravens sont en 7-4, les Chargers sont en 7-3. Donc il doit manquer un match pour les Chargers ils ont déjà eu leur bye week. Donc c'est pour ça. Donc ouais, c'est pas joué pour les Ravens, effectivement. Ouais. Et puis, t'en parlais très bien, et en plus de ça, les Ravens, ils ont du mal. Les Chargers sont très bons pour contrer la course. Les Ravens, ils auront du mal. Et les Chargers, en plus, sont bons niveau passe. Et les Ravens, ils ont une défense catastrophique contre la passe. Donc, c'est le match-up, je trouve, horrible pour les Ravens, une équipe comme les Chargers. Dans une autre mesure, une équipe comme les Chiefs, aujourd'hui, si ils les affrontaient, ce serait horrible aussi pour les mêmes raisons. Toutes ces équipes, voilà, où si tu n'arrives pas à courir et que tu te fais en plus ouvrir à la passe, les Ravens, là, va falloir vraiment, je pense, lors de l'intersaison prochaine, qu'ils améliorent la secondary, parce que tu peux pas aller super loin dans une ligue qui joue beaucoup à la passe. C'est compliqué. Il y a un très bon safety sur le marché en Daniel Jones, donc je pense qu'il pourrait aller voir. Je pense qu'il pourrait aller le chercher, un Scott safety. Voir, hein. Le mec il court vite, il y a peut-être un truc. Hein. Ouais. Il se pensait quarterback, finalement, il s'est peut-être trompé des squads. Ouais, en fait il disait je veux faire des interceptions en fait. C'était pour ça. C'est ce qu'il arrivait à faire. Il courait vite et récupérait la balle. Des fois il courait un peu comme un all-lineman en plus. Très vite, hein, mais tu sens la motricité. Enfin bref. Ouais, et des chutes. Et des chutes. Et du coup, ouais, compliqué pour les Ravens. Moi, je suis pas très très confiant pour ces Ravens sur ce match-là, et je pense qu'ils vont vite devoir lancer la balle beaucoup, et ouais, peur de ce que ça peut donner. Ça se joue en plus du côté des Chargers. Alors je dis pas que la fanbase des Chargers va faire beaucoup de bruit, mais c'est à l'extérieur quand même. Donc toujours faire attention. Tu disais qu'il fallait considérer la secondary et la free agency ou la prochaine draft. Ils ont pris Nate Wiggins, au premier tour, qui je trouve fait pas une excellente saison pour le coup. Là où d'autres corners font plutôt des bonnes saisons, notamment en regardant du côté des Eagles. Donc ouais, dommage qu'ils ont quand même investi. C'est que la première saison d'un rookie, hein, on va pas s'en inquiéter outre mesure. Marlon Humphrey a été absent quelques fois sur plusieurs matchs, donc ça joue aussi, mais ouais, un peu décevant du côté de l'escouade défensive, la secondary des Ravens. Donc ça va être un match intéressant, clairement. Il y a vraiment des match-ups, comme tu disais, force contre faiblesse, faiblesse contre force. Donc ça peut être intéressant, effectivement. Ouais, il y a des bons corners en free agency, on aura le temps d'en parler, mais il y en a certains où si tu arrives à faire un bon petit splash, tu pourrais être pas mal. Et je pense je sais pas s'ils ont de la place, je pense que oui. Ouais, non, ils ont 3 millions. Bon, 3 millions, t'attires pas DJ Reed, hein. Ça c'est. Bon, après, je l'avais aussi, moi, en corner, côté très. Pour les Patriots, il fait pas une bonne saison du tout. Mais je te rejoins sur les corners. Il y a des corners 1 bis qui vont être dispo, et surtout des très bons corners 2, ce qui peut fortement intéresser des équipes exactement comme les Ravens, parce qu'ils ont toujours Marlon Humphrey qui est clairement un cornerback 1, indélogeable, mais il manque un 2 bis ou ce que tu veux, et il y en aura pas mal sur le marché cette saison. Je te rejoins lors de la free agency. Donc il y a des équipes comme ça qui ont un super corner, qui vont pouvoir faire une très bonne affaire avec un deuxième, et pouvoir step up leur escouade, leur secondary direct en free agency, donc ça va être intéressant. Totalement. Bah, je te propose, si ça te va, qu'on passe au 2-minute warning. Yes. Allez, et bah, comme d'habitude, l'équipe à l'extérieur, ensuite l'équipe à domicile. Je te laisse dire ton pronostic et je dirai le mien juste après. Donc les Chiefs contre les Panthers. Chiefs. Les Vikings contre les Bears. Vikings. Bears. Les Titans contre les Texans. Texans. Les Lions contre les Colts. Lions. Les Patriots contre les Dolphins. Dolphins.
Les Buccaneers contre les Giants. Tommy DeVito time. Buccaneers. Buccaneers. Le seul intérêt du match, c'est de voir si son agent va encore être arrivé grillé comme un Italien des années 20. Tout ça pour être benché au bout de 2 quarts-temps pour mettre Drew Lock. Et après Tim Boyle. Ça va être génial. Cowboys Commanders. Commanders. Commanders aussi. Broncos Raiders. Broncos. Niners Packers. Packers. Cardinals Seahawks. Il va être intéressant celui-là. Cardinals Également. Eagles Rams. Les Eagles. Les Ravens contre les Chargers. Chargers aussi. On a 6 teams, donc 6 équipes en bye week. On a les Falcons, les Bills, les Bengals, les Jaguars, les Saints et les Jets. Donc il y a quand même beaucoup d'équipes en bye avant les matchs de Thanksgiving la semaine prochaine. Où, je le rappelle pour tout le monde, donc on aura des matchs jeudi à 18h30, 22h30, 2h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi. Ensuite un match à 9h le vendredi soir également. Et après vous aurez tout le reste habituel qui ne change pas. Mais la semaine prochaine, aucune équipe est en bye. C'est bien, hein. Nous en tant que Français, on a des super horaires. La semaine prochaine, ça va être trop bien. Ouais, et comme chaque année, les Lions jouent à Thanksgiving. Ouais, Lions et Dallas. C'est les 2 équipes qui jouent à Thanksgiving. Tout le temps. Et la semaine prochaine, du coup, Anto sera au MetLife Stadium pour le Jets contre Seahawks. Sympa. Franchement, un match sympathique. Je pense que... Regardez ce match parce qu'il va venir avec un énorme drapeau du front office. Peut-être qu'on passe à la télé. Ce serait sympa ça. J'espère. On va pas se regarder le condensé de ce match-là, on va regarder tous les plans pour être sûr qu'on rate pas le moment où on est. Et, ce serait on va avoir 60 000 ricains qui vont arriver dans le Discord, on va rien comprendre. What is the front office? Hi. Hey. Donc non, bon, on va déjà voir cette semaine, mais c'est vrai que la semaine prochaine, c'est super bien pour nous. En Europe en tout cas, avec des super horaires, donc ça va être chouette. Totalement. Et PA, merci pour cet épisode. Merci à toi. Je vous rappelle à tous que vous pouvez nous suivre, le front office partout. Rejoignez notre Discord, on n'en a pas parlé lors de l'intro, mais on en parle lors de la conclusion. Le lien est dans la description de l'épisode, comme à chaque fois, et dans la description de nos comptes différents, Twitter, YouTube, Insta, Twitch, il est partout, on a un lien en description, et dedans vous avez l'invitation pour nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas, on voit du monde sur la saison, franchement c'est un petit succès, moi je suis content de ce qu'on a mis en place. Beaucoup de discussions, ça fait très plaisir, et n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous tente. Et surtout, on a l'organisation du Super Bowl qui est en train de se mettre en place de la part de nos amis des Fantasy Ballers, qui se passe également sur le Discord qu'on a avec eux. Donc toute question Fantasy Football que vous pouvez avoir, vous pouvez leur poser. Et comment dire, et voilà, on va organiser... France des Fantasy Ballers, le meilleur ami de PA, organise une super soirée pour le Super Bowl. On y était la saison dernière, c'était au Bellucci à Gare du Nord. C'était très sympa, on était tous ensemble. Et là, on est... je ne sais pas où ça va se faire, je ne sais pas ce qui va se faire exactement. Hâte de voir et j'espère qu'on pourra participer à l'organisation, nous aussi, de notre côté. Donc voilà, hâte de ce petit moment-là. Donc venez sur Discord pour nous rejoindre. Une fois que vous nous rejoignez, mettez un petit message dans un des canaux où vous avez accès pour vous présenter. On vous donnera accès à tout le reste. Voilà. C'est juste la petite barrière d'entrée. Rien de bien fou, mais c'est là quand même. Donc si vous vous dites, mais il n'y a rien dans ce Discord, c'est normal, il faut juste envoyer un message. Il y aura un petit gif d'accueil de la part de Doug. Présentez-vous. Yes. Eh bien écoutez... merci à tous, merci PA, et on se retrouvera en début de semaine prochaine pour faire le rewind de la semaine 12. Je pense qu'on va faire un beau preview de Thanksgiving. Je ne sais pas si on fera un épisode séparé juste pour parler des 4 matchs qui arriveront, parce que voilà, il y a quand même pas mal à dire et je pense pas qu'on pourra juste en parler lors d'un seul épisode. Donc peut-être que vous aurez 3 épisodes la semaine prochaine. On va voir comment on s'organise. Mais voilà, ouvert aux suggestions, si vous avez quelques idées, venez nous en parler sur le Discord, encore une fois. Et voilà, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne week 12.
Profitez bien des matchs, et si votre équipe est en bye, profitez des autres matchs sans trop de pression. Bonne fin de journée, bon week-end à tous, et vive le football.